Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 10 février. Nouveau massacre de l'entité sioniste dans la bande de Gaza à l'heure où le monde entier s'insurge contre les nouveaux plans expansionnistes en Cisjordanie occupée. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, arrive à Addis Abeba pour participer aux travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine en préparation du sommet de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce mardi une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos sur la situation au Soudan du Sud et les activités de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Et puis à une semaine du Ramadan, l'Opéra d'Alger dévoile un programme de 15 soirées plus prometteuses les unes que les autres. Bonsoir à tous. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu. Ce mardi, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et une vingtaine d'autres ont été blessés à la suite de tirs et de bombardements des forces de l'occupation sioniste. Auparavant, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 72 037 martyrs et 171 666 blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes. Et les frappes des forces de l'entité sioniste ont visé principalement ce mardi le centre et le nord de la bande de Gaza, notamment près du village d'Al-Masdar, la ville de Gaza, ainsi que Beit Lahia. Le sud de l'enclave palestinienne n'a pas échappé à la barbarie de la machine de guerre israélienne qui a mené de vastes opérations de démolition à l'est de Khan Younes. Entre douleur et recueillement, des familles des victimes palestiniennes enterrent leurs proches. Ces scènes devenues quotidiennes sont racontées par des Gazaouis qui continuent de subir les bombardements, les pénuries et les déplacements forcés. Cela n'a pas cessé et continue encore aujourd'hui. Les massacres sont toujours d'actualité et cet accident témoigne des crimes de l'occupation. Les martyrs étaient assis ensemble lorsqu'ils ont été touchés par une frappe et assassinés en fin d'après-midi. Chaque jour, il y a des martyrs, chaque jour, il y a des blessés, chaque jour, il y a des morts, chaque jour, il y a des déplacements de population. Ils prétendent devant le monde entier qu'il y a la paix et qu'il existe un conseil de la paix. Tout cela est faux, mensonger, ce n'est pas vrai. Et selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza, 1620 violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu ont été recensées au cours des 4 mois suivant son entrée en vigueur, soulignant que ces graves violations constituaient un contournement dangereux de l'accord de cessez-le-feu et de son protocole humanitaire, ainsi qu'une tentative d'imposer une équation humanitaire fondée sur la soumission, la famine et le chantage. Et parmi les violations de l'accord de cessez-le-feu par l'entité sioniste figure le blocage des points de passage. On note que le pourcentage de patients et de blessés évacués de la bande de Gaza depuis la réouverture du point de passage de Rafah ne dépasse pas les 25% du nombre total prévu par cet accord, ce qui représente seulement 225 personnes sur les 1600 prévus, parmi lesquels des blessés et des malades ayant pu quitter l'enclave palestinienne en une semaine.
En Cisjordanie occupée cette fois, les campagnes d'arrestation massives se poursuivent. Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté ce mardi au moins 22 citoyens palestiniens lors d'incursions menées dans la ville de Naplouse et plusieurs localités de son gouvernorat. Et face à la poursuite par l'entité sioniste de ces pratiques illégales visant à consolider son occupation du territoire de l'État de Palestine, notamment après avoir dévoilé les nouvelles ambitions expansionnistes de ses dirigeants et extrémistes, les citoyens palestiniens ne cachent plus leur crainte de voir leurs terres spoliées au profit des colons. En tant que Palestiniens, avant le 7 octobre, nous souffrions déjà des gouvernements israéliens successifs. Mais ce gouvernement de droite, dirigé par Netanyahou, et l'extrême droite, incarnée par Smotrich, a intensifié les actions sur le terrain. Déplacement de population, destruction et confiscation de terres, meurtres et destruction. Ce gouvernement est un gouvernement fasciste qui veut contrôler toutes les zones de la Cisjordanie, les zones A, B et C, et ne tolère aucune présence palestinienne en Cisjordanie ni à Gaza. Il veut déplacer le peuple palestinien et dépeupler ses terres. Toute annexation de la Cisjordanie, incluant les zones H1 et H2 ainsi que les zones C, B et A à l'État occupant israélien signifie qu'il devient plus facile de confisquer des terres, plus facile et plus rapide d'étendre les colonies et plus facile de démolir des maisons palestiniennes, même dans les zones A. Il s'agit d'une loi de souveraineté d'occupation sur les zones C, B et A et H2 à Hébron, ce qui conduit au déplacement des citoyens palestiniens, à la construction de nouvelles colonies et à l'annexation de ces zones à l'État occupant. Officiellement, aucune notification n'a été reçue et aucune communication n'a eu lieu avec le représentant palestinien. Ces informations nous parviennent plutôt par le biais des décisions qu'ils annoncent actuellement sur leurs chaînes de télévision, lesquelles sont également diffusées sur les chaînes internationales. Mais leurs implications et la rapidité avec laquelle il faut y répondre sont essentielles, car ces 3 dernières années, nous avons constaté que immédiatement après les réunions, des actions concrètes sur le terrain se concrétisent à une vitesse alarmante, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et à la demande de l'État de Palestine, la Ligue des États arabes tiendra demain une réunion d'urgence au niveau des délégués permanents en session extraordinaire pour discuter des éventuelles actions arabes et internationales à entreprendre pour faire face aux décisions agressives des autorités sionistes qui ont été récemment prises visant à étendre la colonisation, je vous le rappelle, la démolition de maisons, la saisie de terres privées et publiques et le transfert des pouvoirs de la municipalité d'El Khalil à ce que l'on appelle l'administration civile des autorités d'occupation. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa vive inquiétude face aux décisions récemment annoncées par l'entité sioniste visant à étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée, avertissant que ces mesures compromettaient les perspectives de la solution à 2 États. C'est ce qu'a notamment souligné son porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Je peux vous dire que le secrétaire général est profondément préoccupé par la décision rapportée du cabinet de sécurité israélien d'autoriser une série de mesures administratives et coercitives dans les zones A et B de la Cisjordanie occupée. Le secrétaire général avertit que la situation actuelle sur le terrain et notamment cette décision compromet les perspectives d'une solution à 2 États. Il réaffirme que toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, ainsi que leur régime et leurs infrastructures, sont dépourvus de toute validité juridique et constituent une violation flagrante du droit international. Les décisions prises par l'entité sioniste dans le but d'étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée, tout en dévoilant de manière flagrante ses ambitions expansionnistes, ont donné lieu à des réactions d'indignation, aussi bien dans le monde musulman que dans les rangs des pays occidentaux. Souhila Kilali revient.
Les projets d'annexion sioniste en Cisjordanie occupée ont suscité un tollé international. Les condamnations ne se sont pas fait attendre, à commencer par l'État de Palestine, qui a soumis une demande urgente pour la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des représentants permanents, afin de discuter des moyens visant à contrer les récentes décisions agressives de l'occupation sioniste. Pour sa part, le Hamas a assuré que les décisions sionistes confirment son programme colonial visant à engloutir l'ensemble du territoire palestinien et à déplacer ses habitants autochtones, ce qui constitue un véritable danger existentiel. Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a souligné que toutes les mesures prises par l'entité sioniste dans les territoires occupés constituent une violation flagrante du droit international. Pour l'Organisation de la coopération islamique, la politique de colonisation constitue un crime de guerre et une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. L'OCI a réitéré son appel à la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à prendre des mesures immédiates pour mettre un terme aux crimes sionistes perpétrés contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints. L'Union européenne a elle aussi condamné les mesures prises par l'entité sioniste qui constituent selon elle un nouveau pas dans la mauvaise direction. D'autres pays ont également réagi à la politique expansionniste sioniste en Cisjordanie, notamment le Royaume-Uni, qui par le biais de son ministre des Affaires étrangères a jugé totalement inacceptable toute tentative unilatérale visant à modifier la composition géographique ou démographique de la Palestine. La Slovénie a elle aussi exprimé son inquiétude face aux récentes décisions de l'occupation sioniste visant à annexer la Cisjordanie occupée et à réaffirmer son engagement ferme en faveur de la solution à deux États. La politique expansionniste de l'entité sioniste ainsi que ses crimes à Gaza et en Cisjordanie occupée ont été dénoncés par de nombreux manifestants en Australie. Ces derniers sont notamment sortis pour exprimer leur indignation face à la visite du président de l'entité sioniste à Sydney, où la police a procédé à de nombreuses arrestations. L'ONU compte retirer d'ici la mi-2027 la majeure partie des casques bleus déployés au Liban, dont le mandat expire à la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé ce mardi sa porte-parole Candice Ardiel, soulignant que la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, prévoyait de réduire et de retirer tout son personnel militaire d'ici cette échéance. Les Nations Unies qui ont salué la formation d'un nouveau gouvernement au Yémen, estimant que cette évolution intervenait à un moment où la nécessité de déployer des efforts renouvelés pour relancer un processus politique global dirigé par les yéménites se fait de plus en plus pressante afin de faire face aux défis politiques, économiques et sécuritaires du pays. Et puis le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mardi une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi de l'approvisionnement du marché national durant le mois sacré de Ramadan et à l'état d'avancement des programmes complémentaires dans plusieurs wilayas. À cette occasion, le président algérien a donné des instructions relatives au secteur de l'eau, notamment au lancement de projets de dessalement à Tamanrasset et Tindouf, ainsi que le respect strict des plans de distribution d'eau potable. Il a également insisté sur la nécessité d'assurer toutes les conditions permettant aux citoyens de passer le mois de Ramadan dans la sérénité, saluant l'abondance des produits de large consommation et appelant à leur répercussions positives sur les prix. Par ailleurs, le président algérien a instruit le gouvernement d'élaborer de nouveaux programmes complémentaires au profit des wilayas les plus enclavés.
est chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Ahmed Attaf est arrivé ce mardi à Addis Abeba pour participer aux travaux de la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Prévue ces mercredi et jeudi, cette réunion ministérielle qui intervient dans le cadre de la préparation du sommet de l'Union africaine, prévu samedi et dimanche, permettra d'examiner des questions et des dossiers en lien avec le rôle et la place de l'action africaine dans le traitement des principaux défis politiques, sécuritaires et en matière de développement auxquels est confronté le continent. En marge des travaux du Conseil exécutif, le ministre d'État tiendra des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues de pays africains. Et la République arabe sahraoui démocratique sera présente en force à la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue, je vous le rappelle, les 11 et 12 février. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères et des Affaires africaines, Mohamed Islam Baïsat, est arrivé ce mardi également à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour y participer. La République sahraoui avait déjà participé à la 51e session du comité des représentants permanents qui a eu lieu du 12 au 30 janvier. Et toujours dans l'actualité africaine, des dirigeants de l'Union africaine en réunion hier à Luanda, la capitale angolaise, ont appelé à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à un conflit opposant le groupe rebelle du mouvement du 23 mars, le M23, à l'armée congolaise. Dans un communiqué publié au terme de cette réunion ayant regroupé le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, le président du Conseil des ministres du Togo et médiateur de l'Union africaine, Faure Essozimna Gnasingbe, et Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria. La présidence angolaise a indiqué que les participants avaient appelé à un cessez-le-feu. Notez que le calendrier et les modalités spécifiques de ce cessez-le-feu seront déterminés par le biais de consultations entre les parties concernées. Et toujours à propos de la RDC, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, effectue une visite en République démocratique du Congo, et ce jusqu'à demain. Lacroix se trouve depuis hier dans la capitale Kinshasa, où il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que des membres clés du gouvernement et d'autres partis prenantes. Ces rencontres porteront notamment sur la mise en œuvre du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO. Au Soudan, à présent, les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide s'intensifient, touchant particulièrement le Kordofan, le Darfour et El Fasher. Des millions de civils sont déplacés et la situation humanitaire se détériore rapidement entre insécurité alimentaire, violence et rupture des services de base. Maria Chouillard. Au Soudan, la situation humanitaire demeure tout aussi alarmante en raison de la recrudescence des violences entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le Kordofan, le Darfour et la ville d'El Fasher sont particulièrement en proie aux violences. Al-Ubaid, capitale de l'État du Nord Kordofan, est désormais paralysée, affectant le quotidien des citoyens qui en témoignent. Auparavant, le marché était plus ouvert et la situation était différente. Il y a tellement de problèmes maintenant, nous ne pouvons aller nulle part et si nous le faisons, l'ennemi s'empare de notre bétail. Désormais, nous sommes confinés à El Obeid. Cette situation frappe particulièrement les communautés bédouines, privées de mobilité et menacées de perdre leurs moyens de subsistance sur fond de prolifération des groupes armés, de pillage et de tensions à caractère ethnique.
Dans l'ouest du pays, la situation est tout aussi alarmante. À Al-Fasher, la prise de la ville par les forces de soutien rapide aurait été accompagnée, selon de nombreux rapports des agences humanitaires, de massacres, de viols et d'enlèvements. Cela dit, pour les Nations Unies, cette situation dramatique aurait pu être évitée. Les événements survenus à Al-Fasher au Soudan en octobre dernier constituent une catastrophe humanitaire qui aurait pu être évitée. Après avoir imposé un siège, la famine et des bombardements pendant 18 mois, les forces de soutien rapide ont déclenché une vague de violence intense. Des milliers de personnes ont été tuées en quelques jours et des dizaines de milliers ont fui dans la terreur. Notre devoir collectif est de demander des comptes aux responsables et de veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. L'ONU, qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme, fait état d'au moins 14 millions de déplacés et exhorte les deux parties belligérantes au conflit à un cessez-le-feu immédiat. Et je vous en parlais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce mardi une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos sur la situation au Soudan du Sud et les activités de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La MINUS, les membres du Conseil mettront l'accent lors de la réunion sur la nécessité pour les parties de respecter leurs obligations en matière de protection des civils et des infrastructures civiles, y compris les établissements de santé ainsi que le personnel médical et humanitaire. Allez, parlons à présent d'industrie mécanique en Algérie avec l'inauguration ce mardi de la première édition du Salon international Mécanica Algérie dédié à l'industrie automobile, à la sous-traitance et aux pièces de rechange au centre des conventions Mohamed Benhamed d'Oran avec la participation de 100 exposants. Objectif asseoir les bases d'une industrie auto-souveraine. Nous sommes très fiers d'être présents à ce salon pour informer sur le niveau atteint en matière de taux d'intégration porté à 20% sur le modèle Grande Panda qui sera commercialisé durant les mois à venir. L'intégration en matière de pièces de rechange, soudure et également peinture dans les unités de Tafraoui. Nous allons aujourd'hui signer 5 accords qui touchent notamment le service après-vente, ce qui nous permettra de dépasser les 30% de taux d'intégration. Et dans le conflit russo-ukrainien, à présent, une attaque présumée russe a endommagé des installations énergétiques en Ukraine, dans la région d'Odessa, sur la mer Noire, privant d'électricité plus de 95 000 personnes, selon le gouverneur local. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 125 drones contre l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Les unités de défense aérienne du pays en ont abattu ou neutralisé 110. Dans le dossier du nucléaire iranien, à présent, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Barahi, a affirmé ce mardi que les pourparlers nucléaires avec les États-Unis avaient permis à Téhéran d'évaluer le sérieux de Washington et avaient montré un consensus suffisant pour poursuivre sur la voie diplomatique tout en mettant en garde contre un éventuel sabotage des négociations. Allez, culture à présent, je vous en parlais en titre. À quelques jours du Ramadan, l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïa, a dévoilé son programme pour le mois sacré. Au total, 15 soirées ramadanesques seront proposées sous le signe de l'authenticité et la diversité, marquée surtout par l'annonce d'un concert du grand artiste libanais Marcel Khalifa, avec un programme artistique mêlant spiritualité et culture. Pour le mois du Ramadan, il y aura 15 soirées, tout genre musical, c'est-à-dire confondu, c'est-à-dire il y aura de la diversité, de la richesse, Inch'Allah aussi de la qualité. Il y aura du Sha'bi, du Hawzi, du Malouf, il y aura pour les jeunes, il y aura du Sahraoui, donc je cite quelques noms comme ça, il y aura Rabah Asma, il y aura Hamidou, Sha'ou Abdelkader,
le groupe El Ferda, Moksai pour les jeunes. Donc voilà, c'est un programme très très varié. Et dans le programme, il y aura un événement un peu spécial. C'est le concert de Marcel Khalifa le 28 février et le 1er mars. Et puis pour l'accueil, l'ouverture de la bibliothèque du public. Donc c'est vraiment la bibliothèque publique. Nous, on n'y touche pas. Donc c'est au public. Et aussi, c'est-à-dire on met à la disposition des artistes des espaces pour des expositions de tableaux ou de travaux d'artisanat. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.